que vous soyez en ce mercredi 30 juin 2021 qui représente les 61 ans de l'accession à la souveraineté internationale de la République démocratique du Congo. 61 ans d'indépendance, l'occasion pour nous ici à Léopard Club de vous accueillir dans ce webinaire sponsorisé par notre partenaire traditionnel Didier Classe. Et aujourd'hui, j'ai l'immense privilège d'accueillir le président de Léopard Club, Olivier Alinguindou, mais également Serge Bilambo, directeur commercial et responsable du portefeuille mine à la Standard Bank Group. Bonjour. Olivier, merci infiniment d'être là parmi nous. On va évoquer un certain nombre de questions aujourd'hui. Et pour faire bonne mesure, évidemment, tu vas nous parler de l'actualité de Léopard Club. L'actualité est évidemment dominée par la crise sanitaire qui secoue la Belgique depuis à peu près 1 an et demi. Il faut savoir que nous sommes basés à Bruxelles. Nous avons des projets d'avoir des événements sur la France, sur les Royaume-Uni, en Allemagne, et peut-être même en Italie. On est en discussion avec des partenaires. Mais pour le moment, tout est figé. Si nous voulons organiser un événement dans des très bonnes conditions, en toute convivialité, il était impossible de l'organiser en ce moment-ci. Donc nous avons reporté toutes nos activités et nous avons prévu de nous retrouver à la rentrée. Ce sera donc une rencontre à la rentrée le 25 septembre, même lieu, même heure, donc au Stegenberger Wheelchairs à partir de 19h30. Ça sera, on l'espère, le moment de redémarrer nos activités de la meilleure manière. Alors, comme à chacun de nos webinaires, nous avons à cœur d'aborder une question importante. Nous accueillons aujourd'hui un banquier, et pas des moindres, puisque Serge Bilambo est le directeur commercial et responsable du portefeuille mine de cette banque. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Olivier ? D'abord, Standard Bank est, je pense, au niveau bilantaire, la plus grande banque au niveau de l'Afrique, au niveau continental. C'est une banque, si mes informations sont bonnes, avec des capitaux chinois. Et il était intéressant pour un acteur comme lui de pouvoir nous parler, donc c'est de la stratégie économique, de pouvoir nous parler de ce qu'on pouvait espérer et ce que la RDC pouvait jouer comme rôle au niveau du développement de la voiture électrique dans le monde. Alors, il est bien placé au travers donc de ses responsabilités, il est documenté et je crois que ce serait intéressant pour nos membres d'avoir donc ces informations. Accueillons à présent notre invité. Bonjour Henri, bonjour Olivier. Merci de nous faire l'honneur de participer à ce webinaire à l'occasion de ces 61 ans d'indépendance, cette fête nationale en laquelle nous croyons bien évidemment et que nous essayons de célébrer du mieux que nous pouvons chaque année. Merci en tout cas de vous être rendu disponible pour pouvoir participer à ce webinaire. Alors sans transition, est-ce que en quelques mots, Serge Bilambo, vous pourriez nous parler d'abord de votre banque? Cela a été évoqué tout à l'heure en introduction par Olivier, c'est l'un des leaders du secteur bancaire sur le continent africain. Aujourd'hui, en quelques mots, que peut-on dire de Standard Bank Group? Oui, merci Henri et bonne fête de l'indépendance à tout le monde. Et effectivement, donc la Standard Bank en tant que groupe est la première institution bancaire en Afrique en termes de total bilantaire qui avoisine les 170 milliards de dollars. Elle est présente dans 22 pays en Afrique. Et donc, de par son ancrage et surtout son expertise dans le secteur des mines, c'est une banque qui a eu pour vocation, en tout cas en Afrique du Sud, lors de son lancement il y a plus de 250 ans, de, bien entendu, accompagner un certain nombre de projets miniers en Afrique australe et dans plusieurs autres pays. Donc, cette banque est très bien présente sur le continent africain. La RDC était son premier pays francophone en Afrique, ce qui montre bien entendu l'intérêt de la République démocratique du Congo pour une institution comme celle-là. Et donc, après cela, il y a quelques années, la banque a commencé à s'ouvrir un peu plus à l'Afrique francophone
et je pense que ce mouvement devrait continuer. Donc voilà un peu en quelques mots ce que je peux dire de la Standard Bank en tant que groupe. Et au niveau de la RDC, elle est présente en RDC depuis bientôt 28 ans, ce qui montre aussi qu'elle a été présente pendant les moments difficiles, mais aussi les moments de reprise et d'espoir comme les moments que nous vivons aujourd'hui au niveau de la RDC. Merci. Alors Serge, je crois que nous vous avons perdu pendant quelques instants. Je ne sais pas si ceux qui nous suivent vous ont toujours en ligne. En tout état de cause, ça me permet de faire la transition par rapport aux activités qui sont les vôtres. J'ai eu à vous présenter en introduction. Vous êtes donc le directeur commercial, mais vous avez aussi et surtout le portefeuille des mines dans vos responsabilités. Alors, la question évidemment qui est posée pour pouvoir, je dirais, lancer le débat, c'est comment la RDC peut-elle profiter du développement de la voiture électrique. Je l'ai évoqué également en introduction. La RDC, c'est environ 2 tiers des réserves de cobalt dans le monde. C'est donc une situation inédite, je dirais, dans ce secteur. Peut-être une première question, Serge Bilambo. Si vous deviez répondre à cette question, comment peut-on profiter justement du développement de la voiture électrique? D'abord, est-ce que pour la RDC, il y a un marché qui existe ou est-ce qu'au contraire, une manière pour la RDC de pouvoir se retrouver dans une situation de rente compte tenu des réserves notamment de cobalt et de l'importance que revêt ce minerai dans la confection justement des matériaux qui permettent de faire fonctionner les voitures électriques? Oui, merci Henri. J'espère que vous m'entendez. On vous entend. Ok, oui. Oui, tout à fait. En fait, Henri, ce qu'il faudrait dire, c'est vrai que la RDC, comme vous l'avez dit, détient 2 tiers des réserves de cobalt au monde. Et il serait important que pour un pays comme la RDC, qui a vocation à devenir un pays émergent, que de la valeur ajoutée soit créée au pays. Ce qui me paraît être fondamental et indispensable. Au jour d'aujourd'hui, il faut noter que le cobalt qui est exporté de la RDC, ça reste un produit semi-fini qui est c'est du concentré de cobalt. Et donc, c'est de l'hydroxyde de cobalt qui est exporté aujourd'hui vers l'extérieur. Et donc, ce minerai semi-fini est traité à l'extérieur pour arriver à produire des électrodes qui sont utilisées, elles, pour la fabrication des batteries. Donc, il me paraît clair qu'en tant que pays qui se veut devenir une puissance industrielle sur le continent africain, que des pistes de réflexion soient lancées pour voir dans quelle mesure la RDC pourrait établir ou construire des usines de traitement et de raffinage de cet hydroxyde de cobalt au pays, de manière à pouvoir produire ces électrodes et pourquoi pas, in fine, produire ces batteries qui aujourd'hui sont produites à l'extérieur, mais avec des électrodes fabriquées à partir de l'hydroxyde de cobalt produit par la RDC. Alors, on sait également que l'exploitation du cobalt peut prendre des formes artisanales. C'est d'ailleurs tout le sens de la création de l'entreprise congolaise de cobalt qui, dans l'une de ses missions, est là pour canaliser d'une certaine manière cette production artisanale. En tant que, je dirais, personne plutôt informée de ce qui se passe dans le secteur minier, est-ce que vous pensez que c'est une situation qui est de nature précisément à favoriser la RDC et surtout lui permettre de contrôler une partie de la production? Oui, je pense que certainement, et je crois que c'est un développement que je dirais vraiment louable et salutaire sur plusieurs plans. Le premier, oui, il y avait une quantité importante de cobalt produit artisanalement qui, quelque part, échappe à toutes les statistiques de la République. Et ce cobalt, in fine, arrive à sortir de la République et peut-être que, certainement, toute cette quantité quelque part, biaise un peu notre balance commerciale et nous n'avons pas des statistiques là-dessus. Donc, il était important, je pense, de canaliser cela. Je crois que cette initiative est très, très bonne. De plus, elle permet à l'État congolais, au travers d'une entreprise comme celle-là, de s'approprier cette production. Mais encore, il faut aller plus loin, c'est que ces creuseurs, aujourd'hui, quelque part, ce qu'ils recevaient par rapport au cobalt qu'ils vendaient,
n'est peut-être pas décent. Donc, ça va aussi leur assurer quelque part un pouvoir d'achat décent, mais surtout, quelque part, de les répertorier, de les recenser, de les organiser et de les aider à aller de l'avant au travers d'un pouvoir d'achat qu'ils vont recevoir et qui est une redistribution des revenus, mais surtout pour nous en tant que, enfin pour la RDC en tant qu'État, d'arriver à canaliser toute cette production qui peut-être est peut-être supérieure à celle qui est industrielle aujourd'hui. Absolument. Alors, on a bien compris, le cobalt est extrêmement stratégique, ne serait-ce que par l'importance des acteurs qui, aujourd'hui, eh bien, se lancent dans son exploitation. On ne va pas revenir sur les principaux acteurs, on les connaît, les Chinois, les Canadiens et d'autres pays qui estiment à juste titre, effectivement, qu'il s'agit là de la clé du développement pour l'avenir. Mais comment faire en sorte que la République démocratique du Congo, qui est abondamment citée comme étant un scandale géologique, puisse enfin bénéficier des fruits de cette croissance exceptionnelle? Eh ben, je crois que, comme je l'ai dit, c'est vrai que nous avons passé une nouvelle étape avec celle de la création de cette entreprise. Je crois qu'il faut aller plus loin. Je pense qu'il y a des opportunités, une fenêtre d'opportunité qui s'ouvre à nous pour réfléchir à comment développer une industrie de transformation de ce cobalt en RDC. Est-ce que cela doit se faire au travers de la société nationale qui est la GECAMIN aujourd'hui, qui est une société commerciale, je dis bien dont l'État est le seul actionnaire, mais il faudrait qu'on réfléchisse à comment éventuellement attirer au travers de certains partenariats clés certains investisseurs pour nous aider à construire des usines de raffinage du cobalt ici en RDC. Mais le gros problème pour la production du cobalt et son raffinage est celui de l'énergie électrique. Donc, il y a un problème assez important qui nécessite à ce qu'on se penche. Que faut-il en termes de puissance, de kilowatts, en termes d'offres pour nous permettre justement de soutenir un projet d'industrialisation et de construction de raffineries de cobalt en RDC. Je crois qu'il y a toutes ces réflexions qui doivent être prises en compte et je pense que certainement que le gouvernement y pense quelque part, mais peut-être qu'il faudrait commencer par des petites entités, des petites unités, des unités pilotes pour voir un peu dans quelle mesure, à partir de la canalisation de cette production venant des creuseurs artisanaux, dans quelle mesure pourrait-on établir ou installer des petites unités de production et de raffinage localement qui peut-être consommerait un peu moins d'énergie électrique, mais nous permettrait de voir dans quelle mesure nous pourrions aussi acquérir une certaine expertise dans le raffinage du cobalt. Donc, il y a une série de pistes que je pense qu'on devrait considérer, mais je crois que l'avenir pour nous, c'est que demain, nous devenions, ou la RDC devienne incontournable, mais pas seulement dans l'exportation de cette quantité importante d'hydroxyde de cobalt, mais aussi dans la fabrication des électrodes. Alors là, vous me tendez la perche puisque vous parliez tout à l'heure d'investisseurs. Un des reproches qui est souvent fait aux autorités de notre pays, c'est de ne pas suffisamment encourager l'entrepreneuriat local. Revenons à votre groupe bancaire, la Standard Bank Group. De quel levier disposez-vous pour promouvoir justement l'émergence, je dirais, d'un actionnariat local ou d'un entrepreneuriat local à l'aune, évidemment, de cette loi sur la sous-traitance qui a été adoptée en 2017 et qui tarde véritablement à donner ses effets? Je crois que clairement, cette loi est aussi une évolution très positive de la réglementation en RDC et qui va permettre certainement que nous puissions créer enfin une classe moyenne. Mais je crois que dans cette loi, il y a un certain nombre de leviers qui sont prévus, et notamment en ce qui concerne des garanties à émettre justement pour permettre à cet entrepreneuriat justement d'avoir les reins solides et les coudées franches que pour lever des fonds ailleurs et éventuellement signer des contrats de performance et des choses comme ça. En tant que banque, clairement, nous envisageons et nous discutons un peu aussi avec l'autorité de régulation en se disant, mais dans quelle mesure nous pourrions, nous, jouer un rôle? Aujourd'hui, la loi demande à ce que un opérateur minier, par exemple, qui veut sous-traiter une entreprise X,
ou qui signent avec cette entreprise un contrat, je prends un exemple de 10 millions de dollars, que d'entrée de jeu, 30% de ce montant soit déposé pour constituer une garantie. Alors, en tant que partenaire et en tant que banque, nous sommes bien entendu disposés à accompagner notamment les opérateurs miniers et l'autorité de régulation, de manière à ce que ces fonds qui sont versés et qui constituent une garantie peuvent permettre à des banques comme les nôtres d'accompagner justement ces opérateurs en finançant ou en renforçant leur fonds de roulement pour les permettre justement de prester et de remplir leurs obligations contractuelles. Et pourquoi pas, in fine, de les accompagner à investir davantage. Donc, je crois qu'il y a un certain nombre d'opportunités que nous avons aujourd'hui et que ce cadre juridique qui est présent peut nous permettre vraiment d'appuyer et de soutenir un élan de développement de l'entrepreneuriat local. Alors, une avant-dernière question, si vous le permettez, Serge Bilambo. Je reviens évidemment sur ce marché potentiel qui s'ouvre pour la République démocratique du Congo, avec l'espoir de pouvoir y trouver bien évidemment sa place. Mais est-ce que vous pensez que localement parlant, il y a aussi une opportunité pour le consommateur congolais, il faut bien dire les choses telles qu'elles sont, de pouvoir aussi utiliser cette avancée technologique que seraient éventuellement les véhicules électriques? Oui, je pense que ça va prendre encore un peu de temps. Ce qui est sûr, c'est que nous n'avons pas atteint des niveaux de pollution que nous connaissons dans d'autres pays. Est-ce une priorité aujourd'hui? Peut-être pas, mais c'est le moment de commencer à y réfléchir et de ne pas attendre que nous soyons pollués pour commencer à penser à nous, commencer à utiliser des véhicules électriques. Donc, je crois qu'il faut déjà y réfléchir et nous préparer. Nous avons une population jeune. La pollution peut très vite, avec un niveau d'industrialisation que nous souhaitons, devenir un problème ici en RDC. Pourquoi pas commencer aussi à y penser? Et puis, ces batteries électriques peuvent être utilisées en dehors que pas nécessairement pour des véhicules, mais aussi pour autre chose. Donc, je pense qu'on devrait commencer à réfléchir à comment, une fois qu'on a des batteries comme celle-là, pourquoi ne pas attirer aussi des constructeurs automobiles qui, eux, construisent des véhicules ou pour monter des véhicules sur des véhicules électriques ici en RDC. Et la RDC peut devenir le hub pour le continent africain. Il y a des pays qui sont déjà consommateurs de véhicules électriques. Pas très loin de chez nous, en Afrique du Sud, ils commencent à avoir des véhicules électriques. Mais ces batteries ne sont pas produites là-bas. Donc, un marché, un hub peut être développé en RDC pour desservir toute l'Afrique. D'accord. Alors, on a bien compris, la création de chaînes de valeur dépend de la capacité de la RDC de pouvoir notamment favoriser l'installation d'usines de transformation. Cela dépend aussi de notre capacité à pouvoir faire en sorte que l'énergie puisse être disponible en quantité suffisante. On le sait aujourd'hui, c'est un véritable défi avec les différents projets de barrages et autres qui permettent d'alimenter justement ces unités de production. Je vous laisse le dernier mot, Serge Bilambo. Que diriez-vous en guise de conclusion? Écoutez, moi, ce que je dirais en guise de conclusion, c'est que le secteur des mines de la RDC a connu beaucoup de développement et beaucoup de bonnes choses au cours des dernières années. Je crois qu'il est important que le Congo et les Congolais commencent à s'approprier aussi ce secteur d'une certaine manière, et il faudrait encourager des initiatives congolaises dans ce secteur, aussi bien celui des mines que celui de l'énergie. Et je crois que nous avons une fenêtre d'opportunité et nous pouvons percevoir, même en tant que banquier, cette volonté du nouveau pouvoir et du gouvernement actuel à vouloir justement accompagner ce type d'initiative. Et donc, je ne peux qu'encourager, et parce que le vœu le plus cher de tout Congolais est de voir ce pays se développer, mais aussi de voir des Congolais se développer. Merci infiniment, Serge Bilambo, d'avoir pris un peu de temps pour nous consacrer donc ce moment en ce 30 juin 2021. Je rappelle, 61e anniversaire de l'indépendance de notre cher et beau pays. Je rappelle par ailleurs que vous êtes directeur commercial et responsable du portefeuille mine à la Standard Bank Group. Soyez-en remerciés.
À présent, sans transition, avant d'accueillir à nouveau le président de Léopard Club, Olivier Alinguinde, eh bien nous allons tout simplement faire connaissance avec Léopard Club à travers cette vidéo. Magnéto. Yeah! Baila, baila! Tout le monde! Rumba del Congo! Pachanga! Hey, 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 viva del Congo! Congo mon pays! Congo ma patrie! Hey, 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 viva del Congo! Congo mon pays! Congo ma patrie! Congo na biso, Congo ya bakoko! Mama kimpavita e! Roi makoko! Ntotilia dia Congo! Oh! Congo ya Lumumba! Simon Kimbangu! Ebale Mbonge! Kinshasa la capitale! Lubumbashi, capitale du cuivre! Kisangani! Boyoma! Kolwezi! Nagoma! Matadi! Bakongo! Litasi! Yamama! Yee! Kamina! Bukavu! Katana Fumulak! Alors, je te dis, ça va chauffer. Rouège de l'Empire Lunda. Mama Onema. Viens danser. Viens danser. Mamé, mamé. Viens danser. La 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 la. Viens danser. Oh oh. Viens danser. Hey hey hey. Viens danser à Mbujimai. Viens danser à Lubumbashi. Viens danser à Mpweto. Viens danser à Kalemi. Viens danser à Mbandaka. Changement de décor et c'est moi qui ai le privilège d'accueillir l'invité spécial qu'Henri vous a parlé tout à l'heure. C'est le conseiller spécial du président de la République en charge du numérique, Monsieur Dominique Miguicha. Dominique, bonjour. Bonjour, Monsieur Olivier, et bonjour à tous les auditeurs du webinaire et du Léopard Club. Alors, on ne va pas s'appeler monsieur, hein. On va s'appeler par nos prénoms. Je sais que ça ne se fait pas spécialement dans certains lieux. Alors, bonne fête d'abord, bonne fête de l'indépendance. Alors, j'en parlais tout à l'heure, on espère que ce sera aussi une année d'indépendance économique pour la RDC. Oui, bonne fête également effectivement à tous nos compatriotes congolais, tant du Congo que nos chers compatriotes de la diaspora. Effectivement, ce 61e anniversaire de l'indépendance de notre pays, bien évidemment, nous le souhaitons tous, doit être aussi l'avènement d'un Congo réellement indépendant économiquement pour tourner le dos aux années que nous avons connues. Et pour cela, évidemment, le chef de l'État compte sur les nouvelles technologies, le numérique, comme d'autres pays avant nous, ont su capitaliser sur cette quatrième révolution industrielle qu'est le numérique pour finalement leur permettre d'améliorer leur performance économique et je dirais en tout premier lieu d'améliorer la gouvernance parce que le numérique, c'est bien évidemment le levier pour atteindre cette bonne gouvernance qui, il faut bien le dire, est le maillon faible dans notre pays. Nous avons des grands problèmes de gouvernance et si nous parvenons à résoudre ces problèmes de gouvernance, à instaurer une réelle redevabilité dans la gestion de la chose publique, avec de la traçabilité, avec de la transparence, je suis intimement convaincu que nous sommes en mesure de relever le grand défi du développement de notre pays. Alors, justement, le thème de cette dernière partie
est le numérique vecteur de bonne gouvernance et de croissance économique. Alors, je sais que depuis le début de votre nomination auprès du chef de l'État, vous êtes attelé au plan national numérique. Pouvez nous en parler en quelques mots? Alors, avant de parler du plan, je voudrais vraiment, si vous me permettez, saluer le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la gestion de notre pays depuis maintenant plus de 2 ans, mais surtout pour la vision qu'il porte pour l'avenir de notre pays. Vous l'avez dit, accédé à la magistrature suprême, et 2 mois plus tard, en mars 2019, il a constitué son tout premier cabinet pour accompagner sa mandature. Dans ce cabinet, il a donc nommé un conseiller spécial en charge du numérique. Il faut savoir qu'à l'époque, aujourd'hui évidemment, le numérique est un mot qui est devenu, je dirais, courant au Congo, mais en mars 2019, c'était quelque chose d'assez nouveau et de nombreux Congolais se sont posé la question de savoir mais qu'est-ce que c'était que cette affaire de conseiller en charge du numérique. Et là aussi, il faut quand même le dire, ça a été une audace de la part du chef de l'État de mettre au niveau d'un conseiller spécial, c'est-à-dire d'en faire vraiment une matière spéciale, ce numérique, pour finalement le mettre tout simplement au cœur de l'agenda politique de notre pays, parce que c'était de cela dont il s'est agi lorsqu'il a décidé donc de créer cette fonction. Une fois que nous avons dit cela, il a été question, dans la foulée de cette nomination, après les échanges que j'ai eus avec lui, il a été question simplement de considérer le numérique comme évidemment une opportunité pour notre pays. Et il a rapidement fait en fait, je dirais, une profession de foi. C'est de faire du numérique congolais. Un numérique congolais, c'est-à-dire pas seulement un numérique tel que nous le connaissons à l'international, mais de faire un numérique dont nous nous approprions, nous, Congolais, avec notre propre spécificité, notre propre environnement. Donc, faire du numérique congolais un levier pour la croissance économique, l'intégration, le progrès social. Et donc, c'est vraiment une véritable révolution dans les approches politiques, parce que par le passé, aucun gouvernement ne s'est réellement appuyé sur les nouvelles technologies dans le cadre de politiques publiques. Donc, il a bien évidemment fallu faire ce que beaucoup d'autres pays ont fait. Une fois que nous voulons aller vers une transition numérique, c'est une forme de construction. Et lorsque les questions de construire, n'importe quel architecte vous le dira, vous devez passer par un plan, par une planification. Et donc, c'est ce que nous avons fait. Ce processus de planification, il y avait 2 options. Il y avait l'option qui consistait, comme d'autres pays africains l'ont fait, à nous faire accompagner par des structures spécialisées. Il y a par exemple les Big Four, que ce soit Deloitte, que ce soit PricewaterhouseCoopers, que ce soit Ernst & Young, qui se sont tous d'ailleurs manifestés pour procéder à un accompagnement et l'élaboration d'un plan stratégique pour le développement du numérique. La deuxième option, c'est l'option qui a consisté finalement à faire appel à nos propres ressources pour pouvoir élaborer ce plan. Nous avons la chance au Congo d'avoir énormément de ressources humaines, énormément de compétences dans tous les métiers et tous les secteurs du numérique, qui est évidemment un univers extrêmement vaste. Et à la faveur donc de cette richesse en termes de compétences et de ressources humaines, nous avons donc levé l'option de faire ce plan avec ses capacités. Et donc, nous avons rassemblé un panel d'une 40aine d'experts congolais, basés tant au Congo qu'à l'étranger, pour élaborer ce que nous avons appelé le draft 0 entre mai 2019 et août 2019. En août 2019, nous avions donc un draft zéro, avec les grands axes que nous avons retenus, que sont d'une part les infrastructures numériques, c'est-à-dire la fibre optique,
les infrastructures satellitaires, les infrastructures de stockage de données principalement, ce qu'on appelle communément les data centers. Ça, c'est vraiment le premier pilier, c'est le premier défi que nous avons avec un pays continent comme celui que nous avons, le maillage de notre pays par la fibre optique pour développer ce secteur et pour pouvoir en tirer parti, c'est vraiment une obligation, d'autant plus que nous sommes au cœur de l'Afrique et que tous nos pays voisins ont développé des politiques de fibre optique, et vous allez vous rendre compte en regardant la carte avec le déploiement des fibres que finalement ça s'est développé partout sauf au Congo qui est devenu comme finalement une zone noire où il n'y a pratiquement pas de connexion. Donc c'est vraiment le premier défi, les infrastructures. Le second défi, une fois que vous avez construit ces infrastructures qui sont en réalité des autoroutes de l'information, il faut maintenant faire circuler des véhicules sur ces autoroutes. Et ces véhicules, il faut que ce soit bien évidemment des applicatifs que l'on connaît. Ça veut dire les GAFA, les produits de Google, les produits de Facebook, les produits de Microsoft, d'Amazon, etc. Bien sûr. Mais nous devons également avoir nos propres applicatifs, nos propres solutions, nos propres logiciels qui circulent sur nos autoroutes. Et donc ça, c'est vraiment le contenu local pour finalement développer aussi toute une industrie qui est celle de l'industrie du contenu. Et de ce point de vue-là, nous avons un écosystème qui est assez vif, qui est assez vigoureux. Et je pense que c'est une très bonne chose que d'avoir retenu comme pilier par l'expertise congolaise ce deuxième pilier qui sont les contenus. Nous avons comme troisième défi typiquement et propre à notre pays, le défi des usages applicatifs. Les usages applicatifs, c'est bien évidemment l'utilisation de l'informatique, l'utilisation des nouvelles technologies, principalement dans la fonction publique. Ça, c'est pour ce qui concerne l'État. Au niveau des entreprises privées, il faut quand même noter que dans le secteur, par exemple, bancaire, le secteur des télécoms et bien d'autres secteurs, ils n'ont pas attendu l'État pour se transformer et pour embrasser ces nouvelles technologies et la révolution numérique. Vous pouvez aujourd'hui consulter votre compte en banque à partir de votre GSM, vous pouvez faire des opérations à partir de votre GSM, vous pouvez envoyer de l'argent avec les mobile money. Tout ça, ce sont des solutions numériques développées par les opérateurs privés. Il faut que l'État congolais se mette également à utiliser toutes ces capacités, tout ce que nous offre le numérique. Et donc ça, c'est le troisième défi, ce sont les usages applicatifs. Enfin, nous avons la gouvernance et la régulation, parce que nous avons un dispositif législatif qui est malheureusement plus adapté à cette révolution qui se déroule devant nos yeux. Il est important pour nous de pouvoir adapter notre dispositif législatif pour faire en sorte que demain, le cadre légal soit parfaitement adapté pour attirer des investisseurs, pour permettre à cet écosystème de pouvoir se déployer en toute sécurité. Et il faut noter de ce point de vue-là qu'il y a donc un code du numérique parfaitement élaboré, extrêmement complet, qui comporte 8 livres, qui couvrent la cybersécurité, qui couvrent la protection des données personnelles, qui couvrent les signatures électroniques, toute une série de dispositifs que l'on connaît bien évidemment en Europe, mais qui sont tout à fait nouveaux pour ce qui concerne notre dispositif législatif. Et donc, ce dispositif devrait être soumis au vote, nous l'espérons, lors de la prochaine session parlementaire pour faire réellement entrer notre pays dans l'ère du numérique. Donc, ce sont ces 4 piliers, je les répète, infrastructure numérique, contenu, usage applicatif, gouvernance et régulation, qui sont finalement la colonne du plan national du numérique. Ça veut dire de ce que ce sont sur ces 4 axes que nous devons mettre un accent tout particulier dans cette première phase, étant donné que ce plan s'appelle Horizon 2025. C'est une première étape, un plan quinquennal, avant que d'autres plans ne viennent finalement pour compléter ce qui aura été amorcé. Et donc tout cela, nous le devons au chef de l'État, à sa vision, à son ambition de réellement faire en sorte que notre pays puisse s'appuyer en termes de développement sur les nouvelles technologies. Alors, en toute logique, et je m'en réjouis, en toute logique, lorsqu'il a été question de constituer ce nouveau gouvernement issu de la naissance de l'union sacrée de la nation, et il a fallu donc faire en sorte que ce nouveau gouvernement puisse voir le jour, eh bien, il y a eu cette nouveauté avec, vous l'avez dit, un ministère du numérique qui vient en complément du ministère des PTT. Donc, en termes de répartition
mission, je pense que nous pouvons dire que le ministère des PTNTIC, bien sûr, le P, c'est la Poste, continuera à s'occuper de la Poste, qui est un service public universel très important. Il y a bien évidemment les télécoms, qui sont également le deuxième pilier très important. Et pour ce qui concerne le numérique, bien évidemment, c'est l'ensemble des processus de transformation numérique de notre pays, avec les piliers que j'ai évoqués, principalement usage applicatif, contenu et gouvernance, et bien sûr, tout ce qui concerne la régulation. Et donc, ça, c'est vraiment une excellente chose. C'est dans une certaine suite logique. Le numérique a été une matière spéciale durant ces 2 premières années. Il a fallu élaborer ce plan, il a fallu l'amorcer. Maintenant, le numérique est devenu une matière mûre qui prend toute sa place au sein du gouvernement. Et donc, il va y avoir donc un processus d'appropriation qui est déjà en cours. Le ministre du numérique vient de réaliser donc sa programmation pour la transformation numérique de la RDC, qui est en fait un exercice qui a priorisé un certain nombre de projets qui se trouvent dans le plan national numérique pour en faire des plans parfaitement opérationnels et budgétisés pour mise en œuvre à l'horizon 2023, ça veut dire d'ici la fin du mandat du président, parce qu'il est important qu'au niveau du numérique, nous ayons également un bilan avec des réalisations concrètes au service de la population et au service donc des citoyens. Donc c'est un peu tout cela, le plan national du numérique. C'est une feuille de route stratégique avec 68 projets prioritaires, parmi lesquels des projets structurants très importants que sont bien évidemment, et je l'appelle moi personnellement la mère de tous les projets, c'est le registre national de la population, parce que c'est une base de données stratégique, ça, qui va être utilisée dans de nombreux secteurs, la santé, l'éducation, pour les élections, dans la justice, pour le foncier. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important. Et ce projet, donc, sera mis en œuvre d'ici la fin d'année pour qu'à l'horizon 2023, chaque Congolais puisse disposer d'une carte d'identité biométrique. Donc, c'est un projet qui est bien avancé, pour lequel nous avons des appuis comme ceux de la Banque africaine de développement, de la Banque mondiale et d'autres partenaires. Il y a bien évidemment parmi les autres projets structurants le foncier. Nous avons d'énormes problèmes dans la gestion de la terre dans notre pays, avec des conflits fonciers qui constituent plus de 80% des cas qui sont traités par les cours et tribunaux dans notre pays. Ça crée évidemment un climat social souvent délétère, ça crée souvent des problèmes, des drames parfois, ça va même plus loin, ça va même jusqu'à des conflits dans certaines zones de notre pays. Tout ça à cause de la terre, tout ça à cause d'une gestion archaïque, parce que c'est une gestion sous forme de papier de la terre. Eh bien, le ministre des Affaires foncières, Molendo Sakombi, que je salue, a fait valider par le gouvernement un grand plan de relance pour un projet de numérisation du cadastre et de sécurisation des titres fonciers et immobiliers qui va permettre de faire entrer ce secteur réellement dans le 21e siècle. Et ça fait partie également des projets prioritaires du plan national du numérique. Il y a également, bien évidemment, la numérisation de tout notre écosystème des finances publiques, qui est au cœur du plan national du numérique. Sur les 68 projets, il y a 4 ou 5 projets qui sont directement ou indirectement liés à cet objectif. Et là également, il y a donc au niveau du gouvernement, des projets qui sont dans les tuyaux pour finalement faire en sorte qu'il y ait une révolution, notamment au niveau de la gestion de la collecte des recettes, au niveau de nos principales régies que sont la douane, la DGDA, donc la DGI et la DGRAD, pour faire en sorte qu'ils utilisent des systèmes beaucoup plus performants, interconnectés et avec de la redevabilité, de la traçabilité et surtout de la sécurité et de l'intégrité des données, avec notamment la blockchain. Donc ça fait partie des choses, des projets structurants qui sont alignés dans le plan national du numérique et qui sont prioritaires, qui seront mis en œuvre par le gouvernement du Premier ministre Sama Lukonde. Donc il y a bien évidemment d'autres secteurs comme la justice, comme l'éducation, tant au niveau de l'EPST, donc c'est-à-dire l'enseignement primaire, secondaire et technique, qu'au niveau de l'enseignement supérieur. Et donc, dans d'autres secteurs seront donc impactés à travers différents projets dans le cadre de l'amélioration de la gouvernance. Un autre élément important de ce plan, c'est la création de l'Agence pour le développement du numérique, ADN en sigle, qui sera une agence également transversale, gouvernementale, pour finalement accompagner le développement du secteur et avec un accent particulier, bien évidemment, pour les startups et pour l'écosystème que nous devons impérativement
impérativement accompagner. Je voudrais ici citer un propos que le chef de l'État a tenu lors de son discours il y a exactement un an, c'était donc le 30 juin 2020, c'est-à-dire pour le 60e anniversaire de notre indépendance, c'était donc pas un discours anodin, et il a dit ceci s'agissant de la jeunesse congolaise, il a dit « Je pense que le monde politique congolais a failli vis-à-vis de la jeunesse congolaise en ne lui donnant comme seule perspective d'épanouissement et de réussite que le modèle de la politique, c'est-à-dire de faire de la politique et de s'agglutiner autour des politiciens, et qu'il fallait changer de paradigme, ce sont ces mots, pour faire en sorte que demain, nous puissions créer les conditions pour que la jeunesse congolaise puisse devenir les véritables créateurs de richesses, loin de la politique, mais plutôt autour du numérique, autour d'une nouvelle technologie, et que c'était pour cela, entre autres, que le plan national numérique avait été mis en place. Donc, ça veut dire que ce plan est un plan tourné vers l'avenir, un plan tourné vers la jeunesse, et il nous appartient de créer effectivement ces conditions. Et pour ce faire, nous sommes résolus à faire passer un dispositif législatif qu'on nous allons appeler le DRC Startup Act. Ça veut dire un dispositif qui va permettre aux jeunes entrepreneurs d'avoir un horizon bien dégagé, d'avoir des facilités dans cette phase cruciale de la croissance des 3 premières années, durant lesquelles nous allons les faire en sorte qu'ils puissent éviter des tracasseries, qu'ils puissent être accompagnés financièrement, qu'ils puissent recevoir des facilités, notamment par rapport à ceux qui sont dans des entreprises en tant que salariés, mais qui voudraient se lancer, le fait de pouvoir le faire et au bout d'un an, s'ils ne réussissent pas, pouvoir réintégrer dans les mêmes conditions l'emploi qu'ils avaient. Donc, c'est autant de mesures qui vont permettre de booster ce secteur, parce que c'est à travers l'innovation, c'est à travers la créativité encouragée que nous ferons comme d'autres pays, et en particulier d'autres pays africains qui aujourd'hui parviennent à lever des sommes très importantes, pour ne citer que le Nigeria. Il faut savoir que c'est un pays qui lève aujourd'hui plus d'1 milliard de dollars par an pour tout son écosystème de l'innovation et des startups. Donc nous sommes résolus à rattraper notre retard, à devenir effectivement une terre d'investissement pour tous ces acteurs qui existent, qui sont là, mais qui ne sont pas suffisamment encadrés et accompagnés. Donc ça, c'est la vision du chef de l'État. Quand il a dit qu'il voulait faire des jeunes millionnaires, ce n'était pas juste un slogan, c'est une réalité. Et il y a aujourd'hui des jeunes Congolais qui réussissent dans les nouvelles technologies, qui obtiennent des contrats avec des provinces, avec l'État national. Nous encourageons cela. Bien sûr, nous serons toujours accueillants vis-à-vis des investisseurs et des opérateurs économiques étrangers, mais il est temps aussi que nous donnions la préférence nationale, la préférence aux jeunes Congolais, que nous puissions utiliser leurs talents à compétences égales par rapport à des propositions qui viendraient de l'étranger. Donc c'est ça aussi, ce changement de paradigme voulu par le chef de l'État, que nous encourageons et que nous accompagnons. Merci pour cet exposé. Et je profite et j'embraye parce que vous avez parlé d'infrastructure. Pouvez-vous nous donner les nouvelles sur les avancements des travaux de la station d'atterrage de Mwanda et quels sont les bénéfices que l'RDC peut tirer à la fin de ces travaux? La station d'atterrage de Mwanda, c'est un enjeu important. Pourquoi? Parce que lorsqu'il est... Pardon, excusez-moi. Lorsqu'il est question de déploiement d'infrastructures de base, la redondance est un élément fondamental, dans le sens où il est question d'assurer le service et la des services. Pour ce faire, nous avons besoin de redondance. La redondance, ça passe par, d'une part, le fait d'avoir des boucles qui permettent finalement la diffusion ininterrompue des informations dans un sens ou dans l'autre, quand bien même un des accès serait coupé. Et la redondance, ça passe aussi par la multiplication des accès à ce qu'on appelle donc les grandes bandes passantes, que sont les grands câbles sous-marins. Il y en a donc plusieurs qui longent nos côtes. Donc aujourd'hui, nous sommes connectés sur un de ceux-là, en l'occurrence le WAX,
mais il est question donc d'avoir une nouvelle station d'atterrage pour finalement avoir donc un deuxième accès. Et bien évidemment, parce que ça peut arriver, ça nous est arrivé, notamment il y a 2 ans, que ce câble WAX connaisse des problèmes. Ça a été le cas d'un problème ce câble avait été sectionné et donc durant quelques jours, il y a eu de fortes perturbations. Bien sûr, il y a toujours la capacité satellitaire qui nous permet d'avoir cette redondance, mais avec un niveau moindre en termes de capacité et de vitesse. Et donc, c'est important pour nous d'avoir cette redondance et cette nouvelle station d'atterrage. Alors, les enjeux sont évidemment de savoir quel sera l'opérateur et quelle sera la politique de l'État par rapport au contrôle de cette station d'atterrage. Il y a une nouvelle loi télécom qui est passée donc en novembre 2020 en termes de promulgation. Bon, elle doit encore être publiée au Moniteur. Il y a évidemment une dimension de libéralisation. Je sais que c'est un grand débat parce que d'autres voudraient maintenir un certain monopole de l'État sur un certain nombre d'aspects en lien avec les télécoms, notamment pour ce qui concerne les points d'échange. Et bien évidemment, ce sont des débats qui sont importants et qu'il va falloir trancher. Mais le plus important, c'est d'avoir cette capacité, qu'elle soit opérée par des privés ou par l'État. L'important, c'est d'avoir cette capacité, c'est d'avoir ce service en continu et d'avoir évidemment la vitesse accrue pour permettre une utilisation optimale, je dirais, de ces canaux que sont les tuyaux de fibre qui nous viennent donc de Mwanda. Alors, notre club est essentiellement composé d'entrepreneurs et de porteurs de projets. En quelques mots, de façon pratique, quel est l'intérêt quel est l'intérêt qu'un porteur de projet ou un entrepreneur pourra trouver au niveau du plan national numérique? Quels sont les avantages pratiques et concrets? Alors, je pense que le premier élément à noter, c'est le changement d'environnement, de contexte. Vous savez, je suis moi-même issu de la diaspora. Donc, bien évidemment, l'initiative que je salue du Léopard Club est quelque chose qui me parle énormément parce que j'étais, comme beaucoup de vos membres, un entrepreneur issu de la diaspora, avec toujours un regard bienveillant vers mon pays, le Congo. Et c'est vrai que j'ai fait ce choix en 2015 de quitter la Belgique pour investir dans mon pays, mais l'environnement n'était pas forcément, puisque j'avais décidé d'investir dans le domaine des nouvelles technologies, mais l'environnement n'était pas forcément propice. Parce qu'il était question, dans le cadre du projet que je menais, d'un projet de transformation numérique au niveau de la fonction publique, eh bien, dans un secteur donné, mais on a eu à faire face à beaucoup de résistance, parce que pour les gens, c'était assez nouveau, et la résistance, c'est quelque chose qui est assez naturel, et malheureusement, si vous n'avez pas cet accompagnement politique, eh bien, c'est très difficile de faire en sorte que vous puissiez réussir à changer ces habitudes. Et c'est vrai que aujourd'hui, grâce à l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi, les choses ont radicalement changé. Il y a eu un conseil spécial, maintenant il y a un ministre du numérique. Aujourd'hui, le gouvernement, dans le programme du gouvernement, le numérique est clairement aligné et donc c'est devenu une priorité. Et donc, ce qu'il faut savoir pour les entrepreneurs du secteur, bien évidemment, c'est que le contexte est extrêmement propice et favorable pour plusieurs raisons. La première, c'est que pratiquement tout est à faire dans ce secteur. Le deuxième, je l'ai dit, l'environnement aujourd'hui est propice, favorable. Nous sommes réellement et résolument, sous l'impulsion du chef de l'État et du Premier ministre, engagés dans la transformation numérique de notre pays. Troisièmement, le plan contient 68 projets prioritaires. C'est un catalogue, c'est toute une série de choses que nous entendons faire. L'État congolais aujourd'hui connaît des difficultés budgétaires, donc ne peut pas tout financer. Il y a à peu près la moitié de ces projets
qui sont réalisables dans le cadre de PPP, ça veut dire de contrats de contrats de partenariat public-privé. Donc, ce sont autant d'opportunités pour des entrepreneurs qui souhaitent investir dans leur pays. Ce plan n'est pas bien sûr exhaustif. Les projets ne sont pas les 70 projets ne sont pas exhaustifs. Il y a beaucoup d'autres projets qui peuvent se faire ou des sous-projets qui peuvent être faits. Et en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ces entrepreneurs, en particulier les entrepreneurs issus de la diaspora, seront bien accueillis. Alors, bien évidemment, c'est l'exécutif. Je travaille au niveau de la présidence, mais c'est au niveau de l'exécutif que les choses se décident. Alors, parfois, il y a encore un peu d'inertie. Je ne voudrais pas le cacher, mais globalement, aujourd'hui, tous les ministres savent que la feuille de route du gouvernement contient cette transformation numérique et qu'ils doivent se montrer bienveillants et accueillants vis-à-vis des entrepreneurs, et en particulier la diaspora, qui viendraient proposer des projets de transformation numérique. Au niveau de la présidence, nous le sommes, et donc j'invite ceux qui sont intéressés à effectivement passer par la présidence de la République, qui n'est pas exécutive, mais qui impulse, qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État, pour qu'on puisse les accompagner auprès d'exécutifs pour la mise en œuvre de leurs projets respectifs. Alors, par ce plan, la RDC a l'intention de rejoindre le peloton de tête des pays qui sont les mieux servis au niveau du numérique en Afrique. Alors, vous pensez que dans combien de temps on pourra rejoindre ce peloton de tête, ou du moins réintégrer le peloton? Alors, c'est une très bonne question. Je pense qu'il ne faut pas être impatient, mais nous devons être ambitieux. Nous pouvons dire, sans nous tromper, que nous avons accumulé à peu près une vingtaine d'années de retard, parce que le processus que nous avons engagé dès l'arrivée du nouveau chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, en janvier 2019, d'autres pays africains que l'on cite aujourd'hui en exemple, sur les Kenya, que ce soit la Côte d'Ivoire, la Tunisie, le Maroc, l'Afrique du Sud, le Rwanda. Donc, tous ces pays qui ont effectivement su réellement capitaliser sur le numérique ont entamé leur transformation à la fin des années 90. Donc, c'est à la fin des années 90 qu'ils ont commencé à faire ce que nous commençons seulement à faire maintenant. Donc, on a pris à peu près 20 ans de retard. Mais nous avons un avantage, malgré ce retard, c'est que finalement, nous avons la capacité d'observer ce qui a pu se faire, ce qui a pu être fait, ce qui a pu être des réussites, ce qui a été des échecs. Et donc, à partir de là, nous avons la possibilité de faire ce qu'on appelle ce leapfrog, ce saut technologique, d'atterrir directement sur les toutes dernières, je dirais, évolutions en termes sur le plan technologique. Alors, c'est vaste, ça touche beaucoup d'aspects. Mais en gros, l'idée, c'est vraiment de faire en sorte que nous levions l'option, que systématiquement, nous choisissions les toutes dernières technologies. Ça peut nous permettre de rattraper notre retard en une dizaine d'années. Et donc, quelque part, je pense que le plan Horizon 2025, ça sera pour poser les jalons. Le prochain plan, qui devrait être également, de mon point de vue, un plan quinquennal, sera vraiment réellement le plan pour finalement mettre en œuvre toute une série de projets pour finalement nous permettre de rattraper ce retard et d'être à niveau des pays africains les plus avancés dans le secteur, et comme vous l'avez dit, donc de rattraper le peloton de tête. Alors, merci. Alors, peut-être un dernier mot avant de conclure. Le dernier mot, je dirais que le numérique a ceci de particulier, c'est comme le fameux dicton, hein, les faits précèdent le droit. Donc, le numérique, c'est la même chose. Le numérique, je le dis souvent, c'est quelque chose qui a horreur du vide. Et à l'heure actuelle, dans notre pays, dans de nombreux secteurs, il y a donc ce vide. Ça veut dire que vous allez voir, notamment
dans l'administration congolaise des départements entiers où vous n'avez pas un seul ordinateur, où les gens travaillent avec du papier, etc. Et donc, ce sont autant d'opportunités par rapport à cette transformation numérique. La RDC doit devenir consommateur, doit devenir client des opérateurs économiques, des gens qui offrent des biens et services informatiques. Et de ce point de vue-là, donc j'invite les entrepreneurs du secteur à frapper à la porte de leur pays pour finalement apporter leur savoir. C'est le bon moment, c'est le moment de la transformation, c'est le moment des grands projets et ça sera le moment des grandes réussites économiques également à travers cette dynamique désormais enclenchée. Et donc, je veux vraiment avoir un message d'optimisme pour notre pays sous l'impulsion du chef de l'État et du Premier ministre, mais aussi un mot vraiment d'optimisme à l'endroit des entrepreneurs, notamment des entrepreneurs de votre cercle, Léopard Club, qui, j'imagine, amoureux du Congo comme nous le sommes tous, souhaitent le voir sortir de l'ornière. Et aujourd'hui, avec le chef de l'État, les conditions sont désormais réunies pour pouvoir faire en sorte que toutes ces compétences puissent également, qui ont fait leur preuve à l'extérieur, puissent désormais servir leur pays en République démocratique du Congo. Donc, je n'ai qu'un mot en conclusion, c'est soyez le bienvenu et venez investir dans votre pays. Merci. Merci à Dominique Migisha, conseiller spécial du président de la République démocratique du Congo en charge du numérique. Merci, amis internautes, chers membres et amis. Je vous rappelle que notre prochain programme, c'est notre soirée de networking à la rentrée, le 25 septembre 2021 au Stegenberger Wheelchairs à partir de 19h. N'hésitez pas de consulter nos réseaux sociaux pour être informé de l'actualité. Merci aussi à mes amis techniciens qui ont fait un gros travail aujourd'hui et à mes assistants, Michel Moubenisha et Olivier Mbouilly. À très bientôt et bonne fête nationale à tous les Congolais et à tous les habitants du Congo.